So we're going to talk a little bit about that and about other topics that Alors, on va parler un petit peu de ça et d'autres sujets qui ont évoqués et qui entourent cette vague de politique extrême droite qui semble nous entourer. C'est évidemment une vague qui est emportée par les décors d'extrême droite technocrate du gouvernement de Donald Trump. Et cette vague est en train de grandir en Europe également. Il y a 2 semaines, nous avons eu un sommet de l'extrême droite en Espagne. En Allemagne, le parti de l'AfD, soutenu par J.D. Vance et Elon Musk, a obtenu plus de 20% des votes. Nigel Farage au Royaume-Uni est maintenant en tête des sondages. Il y a bien d'autres groupes que nous ne connaissons pas, comme nous l'avons vu dans le film, qui créent des réseaux, qui créent des connexions et qui ont de l'influence sur leur politique nationale. Et donc nous sommes dans un moment politique extrêmement trouble et nous allons essayer de discuter à partir du film, mais d'aller au-delà. Et nous allons en parler avec 4 de nos invités. 2 sont en ligne et 2 sont en vidéoconférence. La première personne que nous allons inventer est un premier personnage du film, Monsieur Harry Schuckman, le protagoniste du film, journaliste d'investigation. we have a guest from Switzerland. Nous avons également un invité de Suisse qui est une membre des Foulards Violets, un collectif de femmes qui lutte contre l'homophobie et la discrimination. Nous allons accueillir Saoussen Hamami. Nope. And then online we are joined. Et ensuite, en ligne, nous sommes rejoints depuis Londres avec un autre des protagonistes du film, Nick Lowles. Nick, bienvenue. Et enfin, depuis les États-Unis, bien qu'elle est actuellement en France et que son activisme est basé en France, elle est actuellement aux États-Unis, une consultante, autrice et militante, Lumire Laprès. Bienvenue, Lumire. Il y a des choses qui sont spécifiques à ce que Saoussen et Lumire font avec l'organisation, dont nous allons parler plus en détail plus tard, mais je voudrais commencer par le film, et la première chose que tout le monde a envie de dire, c'est « Waouh !» Alors, à Nick et Harry, je voudrais soulever quelques citations émises dans le film, mais avant de faire cela, peut-être, Nick, pourrais-tu nous donner un peu de contexte assez brièvement? Hope Not Hate, espoir et pas la haine. Quand est-ce que ça a été fondé? Quelle est sa mission? Quelles sont les activités qui le soutiennent? Donnez-nous quelques informations fondamentales quant à l'organisation. Je me suis impliquée dans l'antifascisme il y a 35 ans. Et pour commencer, je faisais partie d'un magazine d'enquête. En 2001, nous avons eu des émeutes au nord de l'Angleterre et en conséquence, suite à cela, et mon ressenti et le ressenti d'autres personnes, nous avons rendu compte que l'antifascisme traditionnel ne fonctionnait pas. Nous travaillions dans des communautés où il y avait de vrais problèmes et où l'extrême droite gagnait du terrain. Et donc, nous nous sommes rendus compte que nous avions besoin de faire quelque chose de différent, de pénétrer ces communautés, mais nous ne pouvions pas que lutter contre la haine avec la haine. Nous devions fournir un message d'espoir et il était nécessaire de prendre les personnes à partir de là où elles étaient et non de là où nous voulions qu'elles soient. Nous devions essayer de comprendre que parfois les personnes votaient ou soutenaient l'extrême droite en raison de l'insécurité ou de questions dans leur propre vie ou dans leur communauté, des questions économiques. Nous ne pouvons pas simplement écarter les personnes, nous devons les traiter avec respect. Nous devons séparer la manière dont les activistes d'extrême droite, tels que vous avez vu dans le film, et les personnes qui vivent dans ces communautés et qui peut-être les soutiennent. Nous devions faire un voyage avec eux. Et voilà comment travaille Hope Not Hate, espoir et non haine.
haine. Nous travaillons, nous faisons un travail d'organisation au sein des communautés, de l'éducation, des campagnes en ligne également. Et nous avons tous ces différents chapeaux, comme vous l'avez vu dans le film. Comment cette histoire a-t-elle commencé? Qui a amené l'histoire à l'autre entre vous deux? Alors moi, j'étais un journaliste, je travaillais au Royaume-Uni, j'étais vraiment intéressée à comment les anti-vax travaillaient à ce moment-là avec les groupes d'extrême droite, et j'ai fait un travail d'enquête seule, et je ne sais pas si j'avais beaucoup de succès, mais j'ai rencontré certains collègues de collègues de NIC, des collègues des chercheurs, et nous avons eu l'idée de faire un travail de recherche de plus longue haleine, qui durait une année. Je crois que plus long, ça aurait été un risque pour ma santé mentale et ma sécurité. Et l'idée était de voir ce que nous pouvions découvrir. Et l'enquête que vous voyez dans le film est née de là. Nick, croyez-vous, d'après votre expérience et ces expériences racontées ici, en allant voir en Europe, dans différents groupes européens, les différents réseaux existants, avez-vous l'impression que les personnes au Royaume-Uni et ailleurs en Europe comprennent combien ce phénomène est sérieux? Eh bien, je crois que les événements politiques des dernières semaines ont probablement rendu ceci plus concret ces dernières semaines, tant les éléments transnationaux de l'extrême droite, ce qui se passe aux États-Unis et ce qui arrive en Europe, mais également ce qui se passe en Europe. Et je crois également que les idées, l'argent, les personnes, les influences, les mouvements sont tous internationaux ou transnationaux. Nous n'avons pas eu le type de menace politique et de l'extrême droite telle que ça existe dans d'autres pays actuellement. Mais je crois également qu'avec la montée de l'extrême droite, avec l'arrivée de Donald Trump, la nouvelle présidence de Donald Trump, eh bien, ce n'est plus une question uniquement de l'extrême droite, mais c'est vraiment une lutte pour nos démocraties libérales et nos valeurs démocratiques. C'est une lutte internationale et je crois que notre film souligne combien l'extrême droite s'organise à l'international et les personnes qui doivent travailler du côté pro-démocratique et antifasciste doivent également s'organiser au niveau international. Dans le film, il y a bien sûr un important focus autour des théories de la race et il y a des éléments extrêmement déconnectés qui se présentaient comme des éléments scientifiques et cela fait partie de la manière dont travaille la désinformation, l'écosystème de la désinformation. Je ne sais plus qui dans le documentaire dit « les personnes n'ont pas la nécessité d'accepter une idée, il faut simplement qu'ils s'habituent à l'entendre ». Et je crois que ceci encercle la manière dont ces idées deviennent généralisées et ou très proches d'une généralisation de ces idées. Est-ce que c'est proche de votre analyse ou est-ce qu'il y a d'autres éléments en jeu? Eh bien, oui, je crois que c'est les idées qui, comme vous le dites, étaient des idées marginales, étaient considérées ou extrêmes ou ridicules il y a 10, 15 ou 20 ans, sont maintenant partie du discours généralisé. Et moi, je fais ce travail depuis 30, 35 ans maintenant, ce travail. Et ce qui me choque à cet égard, c'est qu'il y avait, et nous faisions ceci bien avant que Trump ait été élu, ce film avait déjà commencé, eh bien, ce que nous avions, c'était des idées nazies extrêmes qui étaient soutenues par l'argent et le soutien de milliardaires aux États-Unis. Et ça, c'est un mélange extrêmement toxique quand on réfléchit. On pense à Elon Musk et d'autres qui l'entourent, qui ont une énorme influence sur les réseaux sociaux. Eh bien, ceci parle de déplacer la fenêtre d'Overton et de voir quel est tout le spectre de la politique qui se déplace vers la droite. Et donc, il n'est pas nécessaire que tout le monde accueille toutes les idées extrêmes, et puisque nous discutons des idées, des éléments modérés de ces idées, eh bien, celles-ci semblent plus acceptées. Et ça, je crois que ça fait de cette époque une époque extrêmement dangereuse. Je crois qu'il est très important également de dire que nous ne pouvons pas uniquement être contre ces idées ou ces personnes
personnes ou ces partis, nous avons réellement besoin de comprendre quelles valeurs nous défendons et les défendre. Et la difficulté pour nous est que de nombreuses des choses que nous défendons, beaucoup des éléments clés de la démocratie libérale sont de plus en plus discrédités aux yeux des personnes. Le système ne fonctionne pas pour les gens, au niveau économique, au niveau social. Et donc, nous ne pouvons pas simplement soutenir l'état de fait. Il y a des principes fondamentaux que nous devons défendre, mais en parallèle, nous devons avancer de manière démocratique, de manière à ce que ça puisse fonctionner, être entendu par des personnes, par monsieur, madame, tout le monde. Et nous sommes confrontés à des moments de grands défis. Il est extraordinaire de penser que le concept même de la démocratie libérale parlementaire est maintenant mise à mal par le plus grand pays du monde. Et ce ne sont pas seulement que des menaces depuis les États-Unis, c'est partout en Europe. Mais je crois que nous devons réellement nous unir autour de ces questions puisqu'il y a un vrai danger. Et dans le film, nous nous rendons compte qu'il y a de quelque manière cette histoire, donc suivre l'argent, vous suivez énormément d'autres informations, mais en fin de compte, vous avez obtenu un nom, mais c'est le nom d'un bailleur de fonds, et ce nom, nous l'obtenons à la fin dans le texte, et donc en disant nous avons trouvé les fonds, et ça permet de démêler la pelote. Et Comment avons-nous pu permettre à cet argent d'avoir un tel impact sans nous en rendre compte jusqu'ici? Eh bien, je crois que partiellement, il est parfois très difficile de suivre l'argent en temps réel. Il faut comprendre ces organisations pour qu'elles comprennent réellement, afin de mieux comprendre la situation. Je crois qu'il y a des réseaux, que ce soit des réseaux politiques, des réseaux scientifiques. Il y a d'immenses quantités d'argent qui viennent particulièrement d'Amérique du Nord vers l'Europe, beaucoup par des personnes qui sont connectées à J.D. Vance. Et nous avons vu sa prise de parole à Munich il y a quelques semaines. Et l'articulation politique de ces questions est évidemment extrêmement problématique. Et j'espère, en tout cas, en ce qui nous concerne à Hope Not Hate, nous avons pu mettre en lumière quelques parties de cela, mais il y a un monde beaucoup plus grand où des idées, l'argent, les encouragements vers ces théories est encouragé à une échelle bien plus importante. Et nous, en tant qu'organisation de société civile, en tant qu'organisation de droits humains, organisation antiraciste, et donc de communautés antiracistes, nous devons nous unir, travailler ensemble. Je crois qu'une partie du problème est que parce que ceux-ci opèrent si bien au niveau international, ils sont également consommés parce que nous sommes consommés par les batailles que nous menons dans nos propres pays. Et le travail que nous faisons dans nos propres pays, parfois, nous ne voyons pas ce qui se passe dans d'autres pays, et en Europe de l'Est et ailleurs, et les conférences, que nous ne voyons pas les conférences qui ont lieu au Royaume-Uni, en Europe, et tous ces autres endroits où les personnes se réunissent, et l'argent qui supporte ces conférences. Et nous parlons de millions qui arrivent de l'autre côté de l'Atlantique. Et donc, l'argent mène à la politique, soutient la politique. Et ce que nous voyons maintenant est que les politiques qui ont pour but d'affecter notre mode de vie libéral, et nous devons nous unir contre cela. Est-ce que vous avez eu l'opportunité de regarder le film à distance, Lumière? Oui, j'ai vu ce film. Parlez-nous de votre réaction à ce film. Eh bien, je crois que l'aspect financier est ce qui me surprend le plus, parce que très souvent, dans les cercles de gauche ou progressistes, nous sommes inondés par des contenus d'extrême droite, et nous nous demandons comment il est possible qu'ils soient si bien organisés, si connectés, qu'ils aient tant d'espaces de communication. Ils achètent des espaces, des maisons de pub d'édition, des newsletters, des sites Internet. Et ils ont du contenu qui est publié tous les jours. Et on se sent abattu. C'est-à-dire qu'on se demande comment sont-ils tellement mieux organisés que nous. Et on se rend compte que non, ils sont simplement mieux financés. Ils sont extrêmement bien financés et extrêmement bien
connectés. Et pour moi, il était, je crois, important de me rendre compte de cela parce qu'il est vrai que nous avons tendance à être extrêmement centrés sur nous-mêmes nationalement. Il y a énormément de choses qui se passent actuellement en France avec la montée de l'extrême droite que nous avons tendance à nous focaliser sur cela et nous focaliser tous les jours sur les nouveaux éléments de la fenêtre d'Overton. Mais nous voyons ensuite ce qu'il se passe aux États-Unis. Et moi, c'est ce que je fais ici maintenant. Nous voyons que non seulement ces personnes disent des choses extrêmement similaires, mais de toute évidence, ils et elles se connaissent. Et nous ne nous connaissons pas du côté progressiste. Et nous croyons très souvent que parce que nous avons raison, parce que nous disons la vérité, parce que nous avons l'intérêt de toutes et tous au sein de nos luttes, eh bien que cela suffit. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié dans ce documentaire, et que cette distinction et qu'il y a des activistes radicaux dont les vies sont dédiées et dont les ressources sont dédiées à vaincre et à détruire ces démocraties. Et d'un autre côté, il y a nous. Il y a nous, et entre les deux, il y a des millions de personnes qui sont extrêmement frustrées par un système qui, de toute évidence, ne fonctionne plus pour eux. Et ils cherchent des réponses, ils cherchent des alternatives, ils cherchent des personnes qui affectent, qui rendent inconfortable l'establishment, les gens au pouvoir. Et d'un autre côté, il y a Donald Trump. Et si je suis très en colère quant à ma situation, si je suis, par exemple, si je me demande pourquoi je dois travailler deux boulots et sans avoir accès à la santé, pouvoir me permettre des frais de santé, eh bien, je vais me tourner vers quelqu'un qui rend les personnes puissantes inconfortables. Et c'est ce que Donald Trump fait. Et je crois que il est vraiment important de se rendre compte de ceci lorsque nous réfléchissons à ces millions de personnes qui maintenant suivent ces activistes radicaux sans savoir ce que ces personnes soutiennent réellement, parce que je vous le garantis, moi je viens d'une communauté rurale ouvrière blanche où la plupart des personnes maintenant votent pour l'extrême droite. Aucune de ces personnes ne connaissent ce qui a été raconté dans le documentaire. Ils n'ont aucune idée de ce qui se fait réellement. Et c'est là pour moi une question fondamentale de savoir comment nous pouvons rendre ceci visible, comment nous pouvons raconter ceci aux gens, nous assurer qu'ils aient accès à l'information et comment construire une contre-narrative, une narrative qui soit inclusive et qui également leur permette de se sentir accueillis, écoutés. Évidemment, moi, je suis biaisée puisque c'est mon métier, mais j'ai vraiment, je crois que fondamentalement, nous ne pouvons pas gagner sans ces personnes qui sont tombées proie de l'extrême droite. Nous devons les tenir pour responsables, mais nous devons créer de l'espace pour eux également. C'est ça ma croyance fondamentale. Saucen, votre réaction au film que vous avez vu pour la première fois ce soir et que vous regardez du point de vue suisse. Eh bien, tout d'abord, merci de projeter des films si fantastiques. Merci de parler de ce sujet. Et merci à Harry qui a vécu un enfer pendant des mois. En tout cas, ça a l'air d'être un enfer. Alors, en tant que citoyenne suisse, mais qui n'est pas ethniquement suisse, je dirais, et ça paraît évident, en tant que femme musulmane, je regarde ce documentaire et je me dis, à l'heure actuelle, on a tendance à dire que le fascisme est de retour. Eh ben, moi, je suis là pour vous dire que le fascisme n'est jamais parti, il a toujours été là. La seule chose, c'est que les gens n'écoutent pas les minorités. On le dit maintenant depuis 50 ans. On le répète, on dit que les choses vont mal, que tout ce qui se passe à l'extérieur de l'Europe et à l'extérieur de la Suisse va venir ici. Et tout ce que vous voyez, tout ce que vous acceptez dans d'autres pays, eh bien, vous allez le voir ici aussi et vous allez devoir l'accepter aussi. Et maintenant que ça arrive ici, les gens ont l'air tout surpris. Ils disent, bon, mais moi, je m'y attendais pas du tout. Nous, on s'y attend et on s'y attend depuis 50 ans maintenant, voire plus. Et lorsque je parle aux gens, ils me disent, non, mais
Tu sais, ce type de fascisme, c'est tout nouveau, cette manière de faire les choses est toute nouvelle. Ce que l'on vit aujourd'hui, c'est ce que l'on vit, ce que la communauté juive a vécu dans les années 20 et les années 30. Maintenant, ça s'attaque à une autre communauté et d'ici 50 ans, ce sera encore une autre communauté. C'est toujours les mêmes choses qui reviennent au fil de l'histoire et ce sont toujours les mêmes personnes qui sont là pour l'annoncer aux gens, pour l'annoncer aux citoyens, pour l'annoncer au gouvernement qui disent les choses vont mal et que ce type d'idéologie, parce qu'elles sont très bien financées, parce qu'elles sont faciles, c'est tellement facile de dire moi je peux pas me payer des soins de santé parce que Mohamed vient, travaille et pas moi. Et donc, au bout du compte, moi je trouve ça un petit peu frustrant d'entendre les gens parler des mouvements d'extrême droite parce que, comme tout un tas d'autres choses, on attend que ce soit un blanc qui le dise pour le croire. Et quand les gens comme moi, ou quand des gens noirs se font assassiner depuis quelques années déjà, on se dit toujours que la Suisse est un petit îlot de paix. Or, la Suisse fait un très bon boulot en matière de relations publiques. On a une image qui est qu'on fait mieux que tout le monde, alors que si vous retournez dans l'histoire, il n'y a rien de plus dégoûtant que l'histoire de la Suisse en matière de colonie et en matière de lutte contre les minorités et en matière de fascisme. Quand je dis ça, on me dit « retourne dans ton pays » et moi je dis bah, « tu as colonisé mon pays et c'est pour ça que je suis ici ». Nous, on est là à cause de l'histoire, à cause des méandres de l'histoire. Et lorsque l'on ne lit pas l'histoire, on ne le sait pas. Et il y a quelque chose qui me frustre. Je suis très frustrée ce soir. Je suis très frustrée, je vous le dis. On a aussi tendance, lorsqu'il y a un gros problème qui vise les minorités, on regarde les minorités, on leur dit bah, « allez-y, trouvez la solution ». Or, ce n'est pas mon problème, c'est vous qui amenez le problème, c'est à vous de trouver la solution, mais ce n'est pas ça qu'on fait. Nous, on crée des communautés, on essaie de former les gens, on essaie de parler aux gens, on essaie de leur dire bah, « écoutez, une femme musulmane est en fait un être humain comme les autres. Et lorsqu'on discute, lorsqu'on dit ça, les gens nous disent « mais vous êtes tellement extrême, vous êtes tellement extrémiste ». On lutte contre cela depuis des années, mais tant qu'il n'y a pas la validation de quelqu'un de blanc qui vient confirmer cela, les gens ne le voient pas. Une étude a été publiée il y a quelques semaines disant que 2/3 de la population en Suisse avait un sentiment anti-musulman. Donc ce n'est pas un problème individuel, c'est un problème bien plus évident. C'est ce que vous dites, n'est-ce pas? Oui, c'est systémique. Et le fait est, avec la Suisse, c'est peut-être un petit peu différent dans les pays, dans les autres pays européens et dans les pays démocratiques, c'est qu'on a un pays de démocratie directe. La démocratie participative, c'est super, à moins que ce soit aux mains des grands financiers, comme on l'a vu dans le film. J'ai 35 ans et ça fait depuis que j'ai 7 ans que je vois des choses se passer dans la rue. On vise les musulmanes qui portent la burqa, le voile intégral. On le voit depuis des années. Or, on ne se rend pas compte qu'au bout de compte, ce sont des gens dont il est question. Et lorsqu'on parle aux gens et qu'on leur dit « vous savez quoi, c'est un problème », on parle de la vie des gens. On met cela au centre des débats et on demande aux citoyens si, oui ou non, cette communauté est bienvenue ici ou pas. Alors, je suis là, je n'ai pas besoin de vous demander de bien m'accueillir, vous ne pouvez rien y faire. Mais cette utilisation d'un outil légal, juridique, se fait à l'encontre de minorités, des musulmanes, mais à l'époque, c'était aussi contre les Italiens, contre les Espagnols. Tous les 20-30 ans, il y a une nouvelle minorité qui apparaît. Harry, il y a une chose qui ressort très clairement du film, à savoir que les mouvements d'extrême droite nous présentent une image et un discours lorsqu'ils parlent en public, mais ils ont un discours et un langage complètement différents quand ils pensent que personne ne n'écoute et que personne ne les voit.
Et puis, il y a ce va-et-vient entre la droite radicale, l'extrême droite. Est-ce que vous pouvez nous faire une espèce de cartographie de ces mouvements? Vous avez parlé des antivax, du racisme, d'autres formes de discrimination. Il semblerait que ces mouvements se fédèrent d'une manière ou d'une autre. J'aimerais juste revenir sur ce que vous avez dit par rapport à l'image différente que projette l'extrême droite. Je suis ravie que Hannah inclut les droits de réponse. Les mouvements catholiques laïcs sont évoqués. Il s'agit d'hommes qui se réunissent et qu'il aurait pu utiliser cela plutôt qu'une comparaison avec les SS. C'est Rick Arens qui le dit. Et c'est vrai que l'extrême droite s'exprime vis-à-vis des journalistes de manière très différente que dans une salle privée. Alors, pour répondre à votre question par rapport à l'extrême droite et à ce à quoi elle ressemble, au Royaume-Uni, on distingue droite radicale et extrême droite. La droite radicale, c'est essentiellement des mouvements en faveur d'éléments de démocratie, avec un prisme illibéral, des droits qui ne seraient pas universels, notamment pas pour toutes les minorités, les convictions religieuses, mais en tout cas une participation à la démocratie par rapport à l'extrême droite qui utilise de la violence, le militantisme néo-nazi, qui est intentionnellement violent, qui commet des actes terroristes. Alors bien évidemment, les limites, la frontière entre ces mouvements peut être très poreuse. Parfois, on le voit dans le film, les membres de Britain First qui participent à un processus électoral et pourtant, certains d'entre eux nient l'Holocauste pour certains d'entre eux. Vous voyez le militant qui a Heil Hitler comme sonnerie de téléphone. Mais voilà, grosso modo, les deux groupes qui existent. On a vu des incidents très choquants au Royaume-Uni l'an dernier, quelque chose qui s'est passé au niveau de la droite radicale, l'élection de 5 députés du parti de Nigel Farage, et puis les émeutes les plus importantes de l'après-guerre. Donc 2 exemples d'incidents qui impliquent la droite radicale et l'extrême droite. Merci Nick. Une question personnelle. On a beaucoup d'entre nous avons des amis américains qui se sentent menacés à titre privé pour différentes raisons, mais surtout à cause du contexte politique. Ils se sentent parfois menacés directement en raison de listes que Musk vienne vous cibler, détruise votre vie. Et puis ensuite, on vous voit dans le film, vous lisez un message disant quelqu'un doit abattre ce type, et ce type, c'est vous. Alors, comment continuez-vous à fonctionner dans un tel contexte? J'imagine que des mesures de sécurité vous entourent, mais que pouvez-vous nous en dire? Eh bien, je dirais que, d'une certaine manière, on s'y habitue après un certain temps. On m'a menacé de me tuer. La police est venue me voir pour me dire qu'il y avait un complot visant à m'enlever, à me kidnapper. Donc on s'y habitue, mais le pire, c'est d'exposer vos proches à ce type de risque. Ma famille a souffert, elle a été menacée dans la rue. Tous les membres de ma famille ont souffert et je ressens une certaine culpabilité à l'idée de ce qu'ils vivent à cause de moi. Et bien sûr, je m'inquiète. Alors oui, je dois dire que le niveau de menace et de violence est bien plus important qu'il ne l'a jamais été. Et bien souvent, ça aboutit à une certaine frustration parce que la police ne fait pas suffisamment de choses pour me protéger moi et protéger mes proches. C'est facile de se dire que c'est trop, mais au bout du compte,
C'est la raison pour laquelle ces gens vous menacent. Et ça, c'est ce qui doit nous motiver et motiver notre action. J'ai beaucoup de chance, j'ai des super collègues, notamment Harry, qui m'ont beaucoup aidé, des amis en tant qu'organisation. On fait attention les uns aux autres. On prend soin les uns des autres. Alors, on a tous nos bons et nos mauvais jours, mais on y est habitué, donc on fait avec. Il y a certes des mesures de sécurité, d'ordre personnel et aussi organisationnel, c'est sûr. Tommy Robinson. Alors, permettez-moi de vous poser la question de vous poser des questions sur Tommy Robinson que l'on voit dans le film. Alors, en Suisse, vous avez peut-être entendu son nom, même si vous ne le connaissez pas. On n'a pas vraiment de personnalité de ce genre. C'est le cas en France, en Italie, en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas et ailleurs. Alors, vous avez écrit un livre sur lui. Moi, j'ai l'impression que son parcours est assez édifiant. On voit comment ce type de personnalité émerge pour remplir un vide. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur lui, sur ce type de personnage politique? Eh bien, je crois que ce qu'il faut dire à son sujet est que c'est une des personnes les plus charismatiques qui soit là. Je l'ai rencontré à différentes occasions et il est extraordinairement charismatique. Et c'est un leader d'une armée de rue. Il est prêt à se battre, il est prêt à être emprisonné, il est extrêmement bon à produire des vidéos, à son style de confrontationnel. Mais bien sûr, l'aspect sous-jacent, c'est qu'il y a cette menace de violence. Il est impliqué dans des faits criminels depuis très longtemps. Il gère son organisation comme une organisation de crime organisé et il aime se décrire comme une victime, comme un martyr, mais en fin de compte, il gagne des millions depuis de sa propagande. C'est un des plus grands, non seulement islamophobes dans ce pays, mais je crois même au niveau international. Il est soutenu et financé par Elon Musk. Elon Musk l'a soutenu pour ses frais juridiques. Mais ce jour-là, dans cette manifestation que vous avez vue à Londres dans le film en juillet, eh bien, ces tweets sur le réseau X, ce jour-là, ont été lus par 58 millions de personnes. Donc ça, c'est un phénomène international. Et ceci le rend encore plus dangereux, mais en même temps, c'est bien notre travail de le démystifier, de l'exposer, d'exposer ses doubles standards, ses mensonges, sa parole contradictoire, puisqu'il incarne ce personnage de la victime, ce que ressentent beaucoup de personnes, et en même temps cette agressivité, cette masculinité, cette virilité agitée. Et je crois que lorsqu'il sortira de prison, il sera encore plus important. Au niveau des autres, il sera encore plus dangereux. Et je crois que les émeutes en Angleterre cet été n'auraient pas escaladé à ce point si ce n'avait pas été pour lui. Toutes les manifestations qui sont devenues violentes dans le pays, tous les manifestants chantaient son nom. Il leur donne une identité. Il les nourrit, il les incite. Il leur donne des sites à suivre. Ils ont essayé de brûler des hôtels, ils ont attaqué des voitures, et Harry a dit que ça a été la violence raciste la plus importante qu'il n'ait jamais vue, en tout cas depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ou peut-être depuis toujours. Et effectivement, il a été exclu de X ou de Twitter pendant longtemps, et Elon Musk lui a redonné accès. Mais je voudrais revenir sur un point. Quand vous voyez ce type de langage, le langage de Tommy Robinson, nous n'avons pas de personnages comme cela en Suisse, mais nous avons ce type de langage. Est-ce que vous le trouvez? Vous écoutez ceci dans vos activités. Nous avons beaucoup de cela en Suisse, particulièrement en ce qui concerne la communauté musulmane. Nous aimons parler de l'islam
islamophobie au sein de Foulard Violet ou d'autres organisations anti-islamophobie. Et nous disons que nous sommes tellement habitués à ce type de dialogue. Nous savons chaque mois de l'année quel type d'insultes nous allons recevoir. Nous sommes maintenant en cours du mois du Ramadan, le mois du jeûne. Et donc, nous entendons énormément de choses quant à ces pauvres enfants qui sont obligés de jeûner parce que leurs parents sont violents avec eux. Ensuite, l'été va arriver, on ne va parler plus que de burkini. Et donc, pour nous, ceci facilite un peu notre travail, puisque je reprends les mêmes informations, les mêmes éléments que j'ai émis depuis ces dernières 5 années, et je les répète. C'est toujours la même chose, ils ne sont pas très créatifs, et ceci rend notre travail plus facile, mais c'est en même temps très fatigant. Quelque chose qui est également très épuisant, et que, en tant que collectif Foulard Violet, nous sommes un collectif qui fait partie de la grève féministe. Mais les journalistes et d'autres ne viennent jamais nous poser des questions pour nous poser des questions d'ordre général. Ils ne viennent vers nous que lorsqu'il y a un scandale, comme si nous avions l'obligation de répondre à tous les scandales que les médias créent autour des femmes musulmanes. Et donc, vous nous avez appelé à venir prendre la parole sans qu'il y ait un scandale. Je voudrais vous en remercier. Mais il y aura peut-être un scandale d'ici la fin de la soirée, ne vous inquiétez pas. Mais dans le sens où nous sommes toujours mise face à une réponse qui est attendue de nous. C'est-à-dire qu'il y a une crise, on vous demande de répondre à cette crise, mais il n'y a jamais un dialogue continu qui se pourrait pour but de créer une société. Non, ce serait trop bien. Et donc, nous sommes toujours dans une logique de défense. Et c'est quelque chose qui est très difficile également. Eh bien, dans le documentaire, quelque chose que j'ai trouvé très intéressant et que je crois que votre collègue a dit que ce ne sont pas tous des nazis, mais ils sont d'accord de s'associer avec des nazis. Mais dans mon vocabulaire, s'associer avec des nazis et être un nazi, je ne sais pas, mais en tout cas, dans mon avis, c'est ça la réalité. Et la réalité est que en Suisse, nous voyons ceci souvent, dans le sens où il y a des avis très extrêmes et d'autres personnes vont y adhérer, pas pour des raisons de démocratie, mais tout en se cachant derrière d'autres éléments pour pouvoir apporter leur propre narrative. Et je crois que ce sont ça les personnes qui sont encore plus dangereuses que l'extrême droite, puisque ce sont eux et elles les vaisseaux des discours de haine. Nick, Tommy Robinson se présente comme un journaliste. Il se balade avec suivi d'une caméra. Et en tant que journaliste qui disent la vérité que d'autres ne racontent pas, voilà ce qu'il dit. Vous êtes également un journaliste. Vous avez travaillé au London Times et dans d'autres journaux. Vous avez pris des risques là dans cette opération pour découvrir la vérité. Et bien sûr, dans le film, on a vu qu'une partie de votre enquête qui a été publiée dans The Guardian, The Spiegel et d'autres journaux. Mon impression est que très souvent, nous avons vu la montée de plateformes, de réseaux sociaux, etc. Mais des fois, les médias, les médias mainstream n'ont plus le même impact. Et il semblerait que la balance est en train d'évoluer et que l'influence est en train de se déplacer vers des personnages tels que Tommy Robinson, qui ont des dizaines de millions de personnes qui les suivent sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous voyez ce changement avoir lieu également? Eh bien, je crois que dans le cas de Tommy Robinson, il y a un élément un peu plus cynique qui est en jeu. Une grande partie des éléments sur lesquels il se focalise est l'argent, les donations, comme on le voit dans le film, sa quête de pouvoir de soustraire de l'argent à les personnes qui le suivent. Et les plateformes qu'il utilise maintenant peuvent être très facilement monétisées. Il peut obtenir de l'argent depuis Twitter, en postant des choses sur Twitter ou sur X. Et je crois qu'il perçoit ceci comme une manière de pouvoir influencer son public et de leur soustraire de l'argent. Et je crois qu'il faudrait souligner quelque chose contre le déclin de la confiance dans les médias traditionnels qui créent un espace en ligne pour les personnes qui cherchent des narratives alternatives. Et des fois, c'est plutôt un bien et cela permet des publications de niche d'exister. Moi, j'ai été un journaliste freelance avec un blog extrêmement niche sur l'intersection entre le mouvement anti-vax et l'extrême droite. Et pendant des années, je devais payer
j'ai pu payer mes factures, mais je ne crois pas que ceci aurait été possible il y a 10 ou 20 ans. Mais avec cela, il existe également un appétit pour une narrative alternative dont les personnes pensent qu'elle est cachée par les médias traditionnels. Et il y a un grand espace d'exploitation pour l'extrême droite. Parmi les personnes qui ont voté pour Trump, des personnes comme vous et moi, qui sont des journalistes respectables, intelligents, qui essaient d'être ancrés dans le présent et dans la réalité, eh bien, nous posons la question de pourquoi ces personnes votent pour des personnes comme Donald Trump. Et je voudrais poser la question à Lumir. Je sais que vous êtes aux États-Unis actuellement. Vous voyagez dans des zones rurales et dans des régions anciennement industrielles pour essayer de comprendre. Et là, je crois que je vais citer votre livre à venir. Pourquoi votre meilleur ami de votre ville d'origine vote pour l'extrême droite? Je crois que nous avons tous un meilleur ami ou un ancien meilleur ami qui est dans cette situation. Et quelle réponse avez-vous trouvé à cette question jusqu'ici? Eh bien, j'ai trouvé que nous sommes d'accord sur de nombreuses choses. La question qui, selon moi, est la question la plus importante et la plus intéressante est de savoir, est-ce que tu crois que le système fonctionne? Et je crois que toutes les personnes qui proviennent d'une classe ouvrière et qui votent pour Trump répondent non, le système ne fonctionne pas. Parce que, objectivement, le système ne fonctionne pas. Nous parlons de personnes qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles, des personnes qui vivent dans des caravanes, des personnes qui vivent parfois sans eau pendant plusieurs semaines parce qu'ils n'ont pas les moyens de la payer, des personnes qui ont été noyées par de l'héroïne en pilule parce que la crise des opioïdes aux États-Unis a été financée par des laboratoires avec le consentement de l'État et une crise qui tue jusqu'à 100 000 personnes par an dans les communautés ouvrières blanches principalement. Et je crois que les personnes regardent autour d'eux et se disent mais ça ne marche pas. Et je suis d'accord, bien sûr que nous sommes d'accord avec le fait que ça ne fonctionne pas et que ça ne va pas. Mais le problème devient ensuite la solution. Et je crois qu'il y a un élément qui est que le système, pardonnez-moi le bon langage, mais le système nous baise. Et pourquoi se tourner vers une personne qui ressemble au système pour me défendre? Et je crois que là, Donald Trump devient un personnage très intéressant parce qu'il est clairement extrêmement différent des politiciens et politiciennes de carrière. Il est riche et les personnes partent du principe, parce que tout a été monétisé dans ce pays, parce qu'il y a tellement d'argent dans la politique, ils partent du principe que c'est là la racine de la corruption et que si quelqu'un qui a de l'argent se présente en tant que président, ce n'est pas pour gagner de l'argent, ce n'est pas pour en gagner plus puisqu'il en a déjà. Et donc forcément, c'est qu'il le fait parce qu'il a leurs intérêts à cœur. Et donc il y a ce sens très très fort que ce pays est porté et mené par les entreprises, des multinationales qui bénéficient de tout. Et donc cela fait sens pour beaucoup de personnes de mettre un homme d'affaires à la tête du pays puisqu'ils se disent en fait, nous ne sommes pas des citoyens, nous ne sommes que des consommateurs de toute façon. Et donc, autant mettre quelqu'un qui sait gérer une entreprise, puisque notre pays, les États-Unis, n'est plus qu'une entreprise. Et donc, je crois que, honnêtement, cette lutte est une lutte pour l'âme de la nation. Il y a des gens qui sont clairement des personnes qui se trompent, qui sont trompées, des personnes que j'aime, vous l'avez mentionné, la communauté, vous l'avez dit, ma meilleure amie vote pour l'extrême droite. Eh bien, je comprends sa frustration, je comprends la frustration des minorités qui, comme Wissam l'a dit, sont bernées et trompées depuis des décennies. Eh bien, nous devrions, en tant que la gauche, nous devrions être l'alternative à l'extrême droite, comme le disait Saoussen. Et quelque chose qui me frustre ces derniers temps est que la classe ouvrière blanche qui maintenant soutient l'extrême droite est caractérisée comme des rednecks,
comme des beaufs racistes. Et d'abord, je ne crois pas que ce soit vrai. C'est simplement pas vrai. Mais ce n'est pas là le point. Mais B, deuxièmement, la question est que nous avons besoin qu'ils gagnent. Nous n'avons pas suffisamment de votes sans eux. Nous avons besoin d'eux pour pouvoir gagner. Et la question est, qu'est-ce qui va nous permettre de gagner? Eh bien, je crois que gagner, reprendre ces personnes dans notre camp, nous permettra de gagner. Et c'est possible, puisque beaucoup de personnes ont voté pour une plateforme radicalement différente il y a quelques décennies. Je suis maintenant dans la Virginie de l'Ouest. La Virginie de l'Ouest est le deuxième État le plus républicain, celui qui a donné à Donald Trump le plus grand nombre de votes en novembre l'année dernière. Mais ils étaient démocrates pendant 140 ans. Ils étaient le bastion des démocrates. Donc les mêmes personnes qui aujourd'hui ont voté pour Donald Trump. Eh bien, qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, leurs conditions de vie ont péjoré. Avant, ils travaillaient dans les mines de charbon. Ils avaient un métier très difficile, mais ils étaient payés décemment. Ils avaient une bonne retraite et ils avaient un très bon système de santé. Et tout ceci parce que les capitalistes ont détruit les syndicats, ont détruit l'économie au profit de quelques milliardaires. Et leur vie, leur quotidien a considérablement péjoré. Ils cherchent des solutions, ils veulent l'espoir et ils cherchent quelqu'un à blâmer. Et comme Sausen l'a dit, il est très facile de blâmer son voisin. Nous, là où moi je vis, on ne voit pas de milliardaires. Vous croyez que les milliardaires viennent dans mon village de 300 personnes? Non, ils ne viennent pas. Et donc, nous ne savons pas, nous n'avons pas les bonnes informations. Et ça, c'est un vrai problème parce que lorsque ceci a lieu, nous votons pour ces personnes en croyant profondément que ces personnes ont notre intérêt à cœur et qu'ils vont améliorer notre vie. Je veux revenir au fait de la question de votre village, la différence entre les zones rurales et les zones urbaines. Des enquêteurs qui, comme vous, exposent ces faits, vous et votre équipe, Harry, eh bien, que faisons-nous de cette information une fois que nous l'avons obtenue? Nous la mettons ici à l'écran et nous faisons en sorte que Conroe retire cet argent du site. Mais que faisons-nous de l'information concrètement? Comment avancer? Quelle est la suite? Eh bien, comme je l'ai dit au début, et donc il y a une partie de campagne, une partie de... Il y a une partie éducation et donc la recherche que nous faisons est utilisée de différentes manières. Nous peut-être utiliser une partie des informations que nous avons reçues dans nos campagnes électorales pour essayer pour trouver de la recherche d'opposition. Et donc notre recherche nous aide à comprendre les questions auxquelles nous devons trouver des réponses. Et clairement, ce n'est pas suffisant et d'une certaine manière, c'est exactement pourquoi notre organisation a été créée en 2004, parce que ce n'était plus suffisant pour nous de n'être que des journalistes. Comme vous l'avez vu dans le film, nous n'avons rien perdu de notre capacité de faire de la recherche et de l'importance de faire de la recherche ouverte, mais également de faire de la recherche en profondeur, telle que l'a fait Harry. Et nous avons jusqu'à 20 personnes qui sont liées à différents groupes d'extrême droite. Certains sont infiltrés dans ces groupes depuis des années, mais nous utilisons cette information et le reste de notre organisation. Et de plus en plus, une des choses clés que nous faisons aux États-Unis, en Angleterre, pardon, est de travailler avec des groupes, avec des campagnes, avec des groupes de foi, avec des groupes de communautaires, pour pouvoir partager cette information afin que elles et eux soient mieux informés. Et je crois qu'une des vraies choses que nous avons trouvées au Royaume-Uni et dans d'autres pays en Europe pour contrer la menace de l'extrême droite, et que nos ennemis, les ennemis des groupes climatiques, les ennemis des groupes démocratiques sont les mêmes personnes. Et est-ce que ceux-ci se déplacent? Ils se déplacent, on les écrase quelque part, ils renaissent ailleurs, ils apparaissent partout, ils sont partout. Et donc nous devons travailler mieux ensemble, nous devons
mieux partager des informations, que mieux travailler, mieux collaborer que nous le faisions dans le passé. Il est extrêmement important que notre recherche guide le reste de notre travail, mais en fin de compte, il s'agit de gagner les cœurs et les esprits. Il s'agit de convaincre les personnes que l'extrême droite n'a pas les réponses, qu'ils les exploitent et qu'ils se mettent en place des processus de Ponzi, des fraudes de Ponzi, du type Ponzi, mais en même temps, il s'agit d'offrir des alternatives et des alternatives qui permettent l'espoir, parce que certainement au Royaume-Uni, il y a un lien direct entre le pessimisme et le soutien pour l'extrême droite. Et si vous regardez la vie autour de vous, les communautés autour de vous, et plus celles-ci sont démunies, plus vous risquez de soutenir l'extrême droite. Et donc cette recherche nourrit tout le reste de notre travail. Alors, je vais me tourner vers la salle pour voir s'il y a des questions ici, là et là. Pour commencer, Yes, if possible. si possible en anglais. Alors, je vais essayer en anglais. Merci, Harry. Merci pour votre travail. Merci d'être ici. J'ai deux questions. Tout d'abord, les gars que vous avez rencontrés, ils ont l'air un petit peu naïfs. Ils ne vous soupçonnaient en aucun cas. Avez-vous dû gagner leur confiance? Et puis ma deuxième question est la suivante. Comment ont-ils découvert votre vraie identité? Leur avez-vous révélé ou pas? Alors, je vais répondre à la deuxième question en premier. Ils ont découvert mon identité quand Havana leur a envoyé un email disant « Vous allez apparaître dans notre documentaire ». C'est la première fois qu'ils ont su qui j'étais vraiment. Je les avais ghostés à la fin de ma période d'infiltration, puis il y a eu une période de plusieurs mois avant que ces emails ne leur parviennent. Et ce que vous voyez dans le film, ce sont les moments les plus forts de l'infiltration. Les scientifiques de la race que vous voyez dans le film, je les ai rencontrés entre mai et novembre 2023. À ce stade, j'avais déjà été infiltrée pendant 6 mois. Et j'ai dû passer par différents groupes au Royaume-Uni. Ça a permis d'établir un petit peu ma crédibilité et de gagner leur confiance, si l'on veut. Et ça, c'est ce qui m'a aidé à faire en sorte que les gens que j'ai rencontrés dans le monde de la science des races, qu'ils aient l'impression que j'étais de leur côté. Donc il y a eu tout un tas de choses comme ça qu'on a essayé de mettre en place pour faire en sorte que ce soit sûr pour moi et pour que je puisse gagner leur confiance. Merci, merci à vous tous pour ce super documentaire et pour votre boulot fantastique. Il y a quelque chose qui était très remarquable dans le film et peut-être un peu plus subtil dans la discussion, c'est que la majorité de ces groupes sont constitués d'hommes et c'est ce que l'on peut constater aussi aux États-Unis. Est-ce qu'on a un souci de masculinité? Est-ce que les féministes intersectionnelles ont un rôle à jouer là-dedans pour plonger dans et dissiper cette rhétorique? Très bonne question et je me tournerai vers vous pour que vous répondiez à la deuxième partie de la question. Je pense à Hussein. Vous avez entièrement raison. L'extrême droite a un problème avec les femmes. Près de 90% des gens que j'ai rencontrés étaient des hommes. Moi, j'étais infiltrée pendant environ 6 mois avant de rencontrer une femme. Et elle travaillait avec quelqu'un qui finançait la conférence de Tallinn. Il n'est pas surprenant que beaucoup des gens que j'ai rencontrés durant cette période d'infiltration pensent que les femmes sont là pour faire des enfants ou alors qu'il s'agit de personnes que l'on peut manipuler pour coucher avec. De toute évidence, c'est pas ça qui va faire en sorte que les femmes se sentent à l'aise. Or, j'ai entendu ça à de nombreuses reprises, l'une de ces deux opinions, tout du moins. Alors, qu'est-ce que l'on peut en faire? Ça,
Merci. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. L'une des choses que l'on fait au Foulard Violet, c'est que l'on a établi des liens très forts avec la grève des femmes. On y participe de manière générale, mais pour être tout à fait honnête, c'est pas facile. Il a fallu en débattre pendant très longtemps, notamment parler du choix de porter ou non le foulard pendant très longtemps. C'est assez difficile de se départir de l'image standard de la femme libérée et d'intégrer le fait que la libération est définie par l'individu et non pas par une norme. Par exemple, pour quelqu'un qui est islamophobe, je suis leur pire cauchemar. Je suis une femme musulmane. Je ne me tais pas. Je l'ouvre. J'essaie de me restreindre ce soir, mais il s'agit d'aller à la rencontre des gens et de leur dire qui sont les gens qui sont visés. Et ce qui est important pour nous, intéressant pour nous, et c'est quelque chose que l'on voit très clairement depuis octobre 2023 et le début du génocide, c'est que l'on essaie, notamment au niveau de la communauté musulmane, on essaie de nous faire rentrer dans des cases. C'est l'homme brutal contre la pauvre femme. Et si la femme devient une porte-parole soumise, une porte-parole soumise des hommes misogynes si elle ne se tait pas. Donc, ça prend du temps de dévier, de s'écarter de cela. Ça prend du temps avant que les gens se rendent compte que les musulmanes qui portent un foulard sont des êtres humains, car bien souvent, elles sont visées en termes d'accès à l'espace public, quand elles vont à l'école, quand elles amènent leurs enfants à l'école. En Suisse, l'on dit souvent que l'on a de la chance parce qu'on a un terrible exemple en France. Mais c'est insidieux ici. Pas d'accès à l'emploi, pas d'accès à la formation. Toutes les choses qu'on dit que les musulmans font à leurs femmes, eh bien, ils le font aux musulmanes. Donc, c'est assez ironique quand on y réfléchit, mais moi, j'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir parce qu'il y a tout un tas de gens qui font des bonnes choses. J'ai aussi de l'espoir parce que les choses bougent dans le bon sens. Et malgré tout ce qui se passe, malgré le génocide, malgré les brutalités des hommes musulmans, il me semble que les gens voient que les choses changent et ça me donne beaucoup d'espoir. Je crois qu'il y avait une question par là-bas. N'hésitez pas à continuer de lever la main qu'on vous voit. Merci beaucoup pour ce travail qui est essentiel et pour le documentaire. J'espère que cela inspirera les gens à faire de même en Suisse. Le groupe que vous avez vu sur Telegram est un groupe qui a été fondé en Suisse en 2020. Il vient de Suisse. Et des liens ont été établis avec des membres du plus grand parti suisse qui est l'UDC. Et donc, ma première question est la suivante. Comment peut-on être antifasciste en Suisse alors que le plus grand parti politique de Suisse a des liens à ces groupes d'extrême droite extrémistes? Et navré pour ma question très longue, mais j'aurais une deuxième question. Dans le documentaire, vous parlez du fait que l'argent se situe probablement dans un pays où c'est sûr. Et je me demande si c'est la Suisse ou pas. Est-ce que vous savez où se trouve cet argent? Où il est caché? En tout cas, merci pour votre travail. Harry, peut-être en premier? Non, c'est un État des États-Unis, le Wyoming, une adresse d'entreprise qui est d'ailleurs utilisée par pas mal de militants d'extrême droite. Et la législation du Wyoming fait qu'il est difficile d'obtenir des informations sur ces entreprises, en tout cas plus difficile qu'ailleurs. Alors pour moi, ça démontre qui est performatif. Les gens disent qu'ils ne sont pas contents par rapport à ce qui se passe, mais ils n'en font rien
Donc, je parle de tous les parlementaires, à l'exception de peut-être 5 à 10 d'entre eux. Dans notre travail, avec les foulards violets, on travaille beaucoup avec des politiciens élus. Et en face à face, ils nous disent oui, oui, on est d'accord avec vos idées, mais le faire publiquement, c'est beaucoup plus compliqué car ils savent que leur électorat risque de ne pas les réélire. Il y a autre chose que j'ai vu récemment aux États-Unis, ce sont les gens face au technofascisme, à l'ultracapitalisme, et qui disent je manifeste parce que je porte du rose. Avec les bonnets roses. Et je me dis, est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on va détruire le fascisme? Mais ensuite, c'est la même chose. Je fais la grève, mais c'est entre midi et 2, entre 5 et 7. Donc, on essaie de manifester sans rien perturber. Quand on essaie de manifester, on le fait de manière très polie. Or, le temps de la politesse est révolu depuis bien longtemps. Je crois qu'il y avait une question au fond de la salle. Merci d'apporter un microphone au fond de la salle, car il y avait quelques questions. La dame en gris. Merci beaucoup pour votre travail et merci pour cette conversation qui est extrêmement intéressante. Bien souvent, on finit par comparer l'extrême droite qui existe aux États-Unis avec ce que l'on voit qui est plus nuancé en Europe. Et je pense à l'État social, l'État-providence qui s'est entièrement évaporé ces dernières années. Or, en Europe, je sais que c'est en train d'être fait, mais on est loin du compte, en tout cas pour l'instant. Et donc, lorsque l'on établit ces comparaisons et lorsque on essaie de comprendre les gens qui ont des points de vue différents, en Europe, les choses sont encore différentes. Les possibilités sont encore très différentes. Je vous suis très reconnaissante parce que votre travail démontre que les possibilités existent et qu'il nous faut les exploiter. Et je pense que c'est une pente savonneuse que d'essayer en Europe de comprendre les groupes. On a des possibilités, on a un système éducatif en Europe qui devrait nous enseigner à quel point l'antifascisme est important. Donc voilà, je me pose la question de ce que vous en pensez. Je vais peut-être demander à Loumir de répondre à cette question, car elle a un pied de part et d'autre de l'océan Atlantique. Oui, vous avez tout à fait raison. La pauvreté aux États-Unis et la pauvreté en Europe n'ont rien à voir. Le pays le plus riche au monde connaît le travail des enfants. Quelques États ont très littéralement aboli les amendes pour le travail des enfants. C'est complètement dément. Or, ça n'est pas le cas en Europe. Vous avez entièrement raison. Et c'est la raison pour laquelle l'on n'a pas de président à la Trump ou apparenté à Trump. Alors, je comprends bien la tension qu'il y a entre demander aux gens de rendre des comptes par rapport à leur suffrage et leur tendre la main. C'est un grand écart et qu'il est difficile de réaliser. On ne veut pas dire aux électeurs d'extrême droite que tout va bien et que c'est comme s'ils avaient voté pour n'importe quel autre parti politique, car ce n'est pas le cas. Et en même temps, ces gens existent et ils ont le droit de vote. Et donc, ils vont en faire usage. Alors, personnellement, je pense que ces gens ne devraient pas voter pour l'extrême droite. Non seulement par principe, l'extrême droite va finir par tuer des gens, mais ce n'est pas non plus bon pour eux. Et au bout du compte, je pense que les gens votent pour leur propre intérêt personnel. Et ça, c'est tout le monde. Moi, en tant que femme, c'est pour ça que je vote pour des partis de gauche. C'est pour ça que la communauté LGBTQIA+, tend à voter pour des partis progressistes. Moi, ce qui me frustre un petit peu, c'est que
Parfois, on a tendance à rejeter la faute sur la classe ouvrière blanche. Politiquement parlant, encore une fois, c'est vrai que leur suffrage a des conséquences dévastatrices, mais ça ne nous aide pas à fonctionner dans un système dans lequel ces gens-là ont le droit de vote et ils vont en faire usage. Donc il nous faut réfléchir à un récit politique qui permette à ces gens de se sentir à l'aise tout en leur demandant de rendre compte de leur point de vue problématique. Et pour ce faire, il doit y avoir de l'amour. Je ne pense pas que l'on discrédite les gens pour qu'ils votent pour vous. On ne les humilie pas pour qu'ils votent pour vous. Et toute conversation honnête doit être ancrée dans un certain amour. Tout le monde ne doit pas faire ce travail. Je pense que si on est une victime directe du suffrage de ces gens, on ne veut pas forcément débattre avec de tels électeurs. Je le comprends tout à fait, mais quelqu'un doit débattre avec ses électeurs parce que sinon, ce qui va se passer, c'est ce qui se passe aux États-Unis à l'heure actuelle. Alors, il nous reste un petit peu de temps. On va prendre une dernière question. Il y avait un monsieur au fond de la salle. Levez la main si vous voulez prendre la parole. Levez la main. On va vous donner un micro. Alors, d'abord, désolé pour mon mauvais anglais, mais vous pouvez parler en français. Ils ont une traduction? Ok. Mais alors, en fait, j'avais envie de réagir à qu'est-ce que nous, féministes, on peut faire. Et moi, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que pendant 2 ans, j'ai été membre d'un groupe Facebook qui s'appelait Antiféminisme. Parce que j'ai vu que ça existait, j'ai été très choquée que ça existe. D'habitude, je fais randonnée en Suisse romande ou champignons, enfin tout ce qui m'intéresse. Et après, je me suis dit, je veux savoir qui sont ces gens. Et j'étais encore plus choquée parce que ça pouvait presque tous être mes enfants. Et ils acceptaient même les féministes, mais il fallait rester poli. Bon, ils ont fini par me blacklister parce qu'ils préféraient rester entre eux. Alors, ils sont évidemment très contents de l'arrivée de Trump. Ils affichent des Proud Toxic Male. C'est vraiment des... Il y a un peu toute la mouvance aussi. Parabellum, tout ça, tout ce qu'on a vu dans le film. Donc pour moi, c'est pas quelque chose de vraiment nouveau. Parce qu'on les retrouve aussi dans ces groupes Facebook. Et j'ai envie de dire qu'une des solutions aussi, il ne faut pas laisser les gens entre eux, il faut aller leur parler. Et puis essayer de, quand ils mettent des fake news, par exemple, c'était marqué tout d'un coup 10 fois plus de féminicides dans les couples lesbiens que dans les couples hétéros. Puis je leur ai dit, si vous voulez qu'on vous prenne au sérieux, vous ne commencez pas par les fake news et tout ça. Donc je pense que c'est important aussi de chercher le contact. Et effectivement, je rejoins. C'était pas vraiment une question. En tout cas, merci et bravo. Non, ouais, je ne vais pas traduire la question parce que je voudrais traduire pour Nick, mais ce n'est pas pour lui, c'est pour Sosène. Donc, si tu veux réagir à ça, in English. Yeah. Okay, in English. Merci pour la remarque. So yes, obviously we need to build contact. Et il est bien sûr important de créer des contacts, mais je voudrais également que nous réagissions à ce qu'a dit Lumir, au fait de ne pas mettre la honte aux gens. Nous ne devons bien sûr pas les humilier, mais nous devons faire en sorte que les personnes soient tenues pour responsables de leurs actes, de leur vote, et nous devons faire en sorte que chacun soit tenu pour responsable de ses actions. Et je crois que c'est pourquoi je crois que ces connexions sont très importantes. Dialoguer avec les personnes, c'est très important. Toutes les communautés doivent être responsables de leur propre réalité. Parce que si je suis mariée avec quelqu'un, je ne vais pas essayer de changer ses parents, puisque ses parents, son entreprise, parce que en fin de compte, et j'espère avoir la même éducation de la part d'autres groupes, les mêmes informations d'autres groupes. Et ce que dit la personne au fond de la salle a dit, c'est une manière de le faire, juste de rentrer en conversation avec les gens, mais également de se rencontrer dans la vraie vie, en personne. Et ce que nous essayons de faire en tant que collectif, nous n'avons jamais vu autant de choses vraiment belles avoir lieu, c'est que lorsque nous sommes à l'extérieur, en train de lire des livres, danser, partager, jardiner et d'avoir des conversations qui n'ont rien à voir avec la politique parfois. Et donc, certains disent, je n'ai rencontré une personne trans, je n'ai rencontré une personne noire, je n'ai jamais rencontré une personne musulmane. Et donc, notre responsabilité en tant qu'être humain, c'est de vraiment créer, construire ces connexions, les rendre possibles. Thank you, Harry.
Merci, merci Nick, merci Harry, merci les murs, merci à toutes et tous pour vos prises de parole et votre présence ici ce soir.